20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Les travailleurs du Conseil régional de Dakar mettant terme à leur grève de la faim. Le Premier ministre leur a promis le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire au plus tard lundi prochain. Gare aux trafiquants de drogue qui profiteraient de la Tabaski pour dissimuler de la drogue sur le bétail. Le ministre de l'Intérieur est ferme, la vigilance sera de mise. Ouaressar ne s'avoue pas vaincu malgré la passation de service ce matin à la mairie de Médina Gounass. Elle a déposé un recours auprès de la Cour d'appel de Dakar pour exiger le rejet de la liste Benno Bokk Yakaar. Les avocats de Maître Aïssata Tall Sall, eux, doutent du président de la Cour d'appel de Saint-Louis dans le contentieux qui oppose le maire de Podor à Racine Sy. Et puis le spectre des inondations plane déjà dans la banlieue après les premières pluies. Ces populations jugent insuffisantes les mesures prises par le gouvernement. Voilà le sommaire de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Pour démarrer ce journal, les travailleurs du Conseil régional de Dakar suspendent leur diète. Après une rencontre avec le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne, ces derniers ont recommencé à s'alimenter. Et pour cause, l'État a décidé de leur payer leurs 2 mois d'arriérés de salaire, et ce, au plus tard ce lundi. Fatou Bintou Conté, à Lyon Diagne. Enfin, ils ont levé leur mot d'ordre de grève de la faim. Après 3 jours de diète, les ex-travailleurs du Conseil régional de Dakar ont décidé de mettre fin à leur jeûne de protestation. Lorsque j'ai évoqué la question, à demander au ministre de mettre en place immédiatement une commission pour gérer ces salaires-là et que tous ces salaires-là soient payés et qu'aucun agent, n'est-ce pas, ne reste à la fin du mois sans percevoir son salaire, voilà ce qui m'a rassuré. Et l'homme que j'ai vu aujourd'hui, que j'ai rencontré, avec les décisions qu'il a prises devant ses ministres, vraiment, c'est à cause de cette assurance-là que j'ai demandé aux camarades de lever le mot d'ordre de grève. Le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne a donné des assurances fermes à son ministre des Finances de payer ses ex-travailleurs du Conseil régional leurs 2 mois d'arriérés de salaire. Effectivement, est dans la dynamique de trouver une solution. En principe, selon le ministre de l'Économie et des Finances, il va tout faire pour que le salaire soit payé aujourd'hui ou en tout cas au plus tard lundi. D'ailleurs, un comité de suivi sera mis en place pour ces ex-travailleurs afin de pouvoir les redéployer dans les autres collectivités locales. Le président de la République a signé un décret mettant en place la commission de dévolution et de redéploiement du personnel des conseils régionaux comme des villes. Ce décret a été publié et les gouverneurs de région s'en sont saisis pour mettre en place les commissions locales, en tout cas au niveau des régions. Gare aux trafiquants de drogue qui profiteraient de la Tabaski pour dissimuler leurs stupéfiants dans les véhicules qui vont transporter le bétail. C'est la mise en garde donc du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, soutient la tolérance zéro. C'était à l'occasion de la cérémonie d'incinération de la drogue au Mamel. Je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Kamara. L'autre élément important, et c'est un appel que je fais, c'est qu'on va vers une opération de Tabaski, où aussi on aura beaucoup d'importation de moutons, enfin avec des camions bien sûr, et là vous vous rendez compte quand même que les dealers seraient tentés, justement donc les trafiquants, j'allais dire, donc de profiter de cette opération pour faire encore convoyer de la drogue dans le pays. Et là, même si nous avons décidé de réduire un peu les contrôles, nécessairement, ils continueront de s'opérer pour que nous ne soyons pas surpris, effectivement, avec cette période-là. Voilà, nous restons sur ces cérémonies d'incinération, Léa, avec la fréquence de ces incinérations de drogue au Mamel qui indisposent les populations. Et oui, cher Tidiane, au Mamel, c'est 1 fois par mois que les populations riveraines du lieu d'incinération sont exposées à la fumée toxique. Le directeur général de l'Octrice rassure, l'État compte bien délocaliser ces séances d'incinération. Ibrahima Kamara, Younous Diata. La fréquence temporelle d'incinération de la drogue est devenue désormais mensuelle. La plus grande quantité pour cette séance a été saisie par la douane. Pendant 1 mois, et vous imaginez déjà la quantité qui est d'environ 4 tonnes, c'est 3,8 kg et quelques. C'est quand même quelque chose d'assez tentant à laquelle il faudra mettre fin définitivement. À côté du site d'incinération, la cité Mamel
Les populations victimes des impacts environnementaux de cette séance se plaignent. J'ai des vertiges à cause de la fumée. Bon, c'est pas bon de respirer cette fumée. Ils pouvaient au moins penser à ce lieu de culte, à défaut le faire la nuit. Le directeur général de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants se désole de la situation. Et il va falloir peut-être délocaliser parce que c'est traditionnellement qu'on faisait en fait l'incinération ici même. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'habitation tout aux alentours, comme vous pouvez le voir. C'est des immeubles qui naissent. Donc, certainement, avec les autorités, on va se concerter quand même pour voir un autre endroit beaucoup plus approprié. La variété du chanvre indien, appelé fogni, qui vient du sud du pays, est la plus grande quantité saisie. Les trafiquants ne manquent toujours pas d'inspiration, à l'instar de ce drapeau dans lequel était dissimulée la drogue durant la dernière Coupe du Monde de football. C'est des drapeaux destinés pour les supporters, mais en réalité, il y avait ça à l'intérieur. Situation inédite à l'hôpital Aristide Le Dantec où l'association de défense du droit du malade, malgré son autorisation de visite, s'est vue refuser l'accès au pavillon spécial. Oui, un refus qui s'explique par la présence des journalistes à cette visite. L'association de défense du droit des malades pense que l'administration pénitentiaire a quelque chose à cacher. Je propose de suivre ce reportage signé Modou Diop et Fatou Bintou Conté. L'accès au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec leur a été interdit. Pour une visite qu'ils devaient effectuer, l'association de défense des droits des malades n'a pu être reçue par le médecin-chef, alors qu'il détenait par devers elle l'autorisation de visite. Nous ne sommes pas entrés à l'intérieur malheureusement. Pourtant, nous avons obtenu une autorisation en bonne et due forme du directeur de l'administration pénitentiaire. Il y a des choses qui se cachent à l'intérieur de ce pavillon, donc spécial. C'est des prisonniers qui sont là, malades. Est-ce que leurs droits sont respectés? La raison de ce refus est la présence des journalistes sur les lieux. Ils ont dit que la presse n'était pas conviée à la visite, mais nous n'avions jamais dit que la presse sera à l'intérieur avec nous. Ce que nous avions convenu depuis le début, c'est que nous allons faire une visite avec les membres de la délégation, les personnes qui ont été citées dans les termes de référence, et que après, à notre sortie, nous faisons une déclaration à la presse. Les membres de l'association pensent que le pavillon spécial doit être confié au ministère de la Santé pour une meilleure prise en charge des prisonniers malades. Vous avez vu que les conditions de détention sont insalubres. Et il y a une surpopulation carcérale. C'est pour ça que nous nous sommes dit que nous nous sommes intéressés à la santé de la population carcérale. La santé des prisonniers actuellement doit être gérée par le ministère de la Santé. Parce qu'il faut qu'il y ait une qualité et une continuité des soins à l'intérieur des prisons. Cette association de défense des droits des malades compte ne pas baisser les bras afin de rencontrer ces malades et de s'enquérir de leur situation. Fatou Bintou Conté, merci. Nous parlons de toute autre chose avec cette passation de service sur fond de contestation. L'ex-maire de Médina Gounass a déposé un recours auprès de la Cour d'appel de Dakar. Woré Sarr exige le rejet de la liste Benno Bokk Yakaar qui, selon elle, n'a pas respecté la parité. Le nouveau maire n'a pas manqué de s'exprimer au micro de Fatou Kinedem et Diafaraba. En attendant le verdict de la Cour d'appel, l'ex-maire de Médina Gounass passe le témoin à son successeur Beydiba pour non-respect de la parité sur la liste Benno Bokk Yakaar. Woré Sarr dépose un recours. Il y a un des représentants de Benno Bokk Yakaar qui siégeait le jour des élections. Je crois à 12h30 ou 13h30, il m'a appelé pour me dire que Maman Woré, vous êtes une femme adorable. Il faut revérifier la liste de Benno Bokk Yakaar, car il y a deux femmes qui se suivent, dont Alima Cissé qui occupe la place 21 et Amin Taba qui occupe la place 21, alors que toutes les deux sont des femmes. Je lui ai dit merci et il m'a dit de ne pas dénoncer, pour toute ta vie, de ne pas dénoncer mon nom parce que tu es de couleur, je suis sérère. J'ai dit non, j'ai dit oui. Donc j'ai fait appel à quelques-uns, j'ai vérifié plus de 20 bulletins de Benno Bokk Yakaar. Effectivement, ce qu'il m'a dit, c'était vrai. Un recours inutile selon l'actuel maire. Il s'agit d'un problème d'agencement qui ne serait pas à leur niveau. C'est au niveau de la préfecture ou bien au niveau de, bon, je sais pas, de l'imprimerie, c'est à partir de là-bas qu'il y a eu problème.
À la place numéro 21, c'est un certain Sidi Fall qui est là-bas, entre Alima Cissé et Aminata Ba. Donc il a sauté Sidi Fall. Donc forcément c'est deux femmes qui vont venir. C'est à la suite qu'ils ont amené Sidi Fall. Mais c'est 14 sur la liste, 14 femmes, 14 hommes. Bon, c'est sur l'agencement qu'il y a eu un problème. Mais ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau de la préfecture. Quelle que soit la décision de la Cour d'appel, l'avenir de la commune de Médina Gounass importe plus pour les populations. Ici, les inondations, le chômage et les défis sanitaires préoccupent davantage. Et puis une éventuelle forfaiture judiciaire se prépare à Saint-Louis en ce qui concerne l'affaire opposant le maire de Podor à Racine Sy. C'est une alerte des avocats de maître Aïssata Tall Sall. Selon eux, le président de la Cour d'appel de Saint-Louis joue à enjeu trouble dans ce contentieux. Les avocats étaient face à la presse ce matin, compte rendu signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dia. Toujours le suspense dans le contentieux électoral opposant le maire de Podor Aïssata Tall Sall à Mamadou Racine Sy. La Cour d'appel de Saint-Louis n'a toujours pas délibéré après bien d'autres forfaitures, selon les avocats de maître Aïssata Tall Sall. Ils alertent l'opinion. N'était pas dans le dossier la veille quand il nous a été communiqué. Il n'était pas non plus dans ce dossier, elle n'était pas dans ce dossier quand il a été présenté au procureur de la République seulement l'avant-veille du dossier. On s'est donc posé la question de savoir comment cette requête en date du 30 juin a atterri au dossier. Elle n'est pas passée par les voies légales. Parce que si elle a été déposée entre les mains du préfet de Podor, il y aurait eu mention de la décharge, de la date à laquelle il l'a reçue, de la date de transmission, le tout avec son cachet. Le retard accusé dans le délibéré de ce contentieux pousse les conseillers du maire à soupçonner une instrumentalisation de la justice. C'est l'attitude du premier président de la Cour d'appel qui est troublante. Et aujourd'hui, tout le Sénégal est unanime à s'interroger sur les raisons de cette attitude. Il a appelé une escouade de policiers, les agents du groupement mobile d'intervention, pour nous faire sortir du palais de justice. Vous savez, nous sommes des hommes civilisés. Anormal, ça, on ne peut plus en douter. On ne peut plus en douter. S'il n'était pas en connivence avec notre parti, s'il n'était animé que du souci de dire le droit lui a été tracé. Tout est clair et net. La Cour suprême a été saisie depuis hier par les avocats de maître Aïssata Tall Sall, au cas où la Cour d'appel de Saint-Louis ne se conformerait pas à la loi. La décision du rapatriement sanitaire d'Ibrahim Abou Khalil Bourgi ne revient pas aux avocats de Karim Wade. C'est en tout cas l'avis de Maître Ali Fall. Ce dernier, qui fait partie des avocats de la partie civile, donc soutient que la CREI va trancher sur cette affaire. Plus de détails dans ce sujet est signé Bintouloum et Moudou Diop. Les avocats de Karim Wade sont maintenant favorables à l'évacuation sanitaire en France de Ibrahim Abou Khalil Bourgi. Cette nouvelle position prend le contre-pied de celle affichée mardi dernier devant la barre de la CREI. Pour ou contre l'évacuation, les avocats de la partie civile estiment que cette décision revient uniquement au président de la Cour. Les avocats de M. Wade souhaitent que M. Ibrahim Abou Khalil soit évacué en France pour des raisons de santé. Ce que je souhaiterais dire, c'est que si vraiment son état de santé n'est pas bon, on lui souhaite un prompt rétablissement. La Cour avait ordonné un rapport d'expertise que nous n'avons pas encore reçu, donc on a reçu une notification d'aucun rapport d'expertise. Maintenant, s'il est en état de comparaître, tant mieux pour la manifestation de la vérité, parce que nous sommes tous tenus par cette vérité-là, qu'elle soit la vérité tout court, la vérité judiciaire. La deuxième chose, c'est que si son état ne lui permet pas de comparaître, je pense que la loi a prévu des cas de ce type, et auquel cas c'est l'article 403 du Code de procédure pénale qui s'applique. Si ce devait être le cas, son évacuation est nécessaire ou pas par rapport à sa santé toujours, ça il appartient à la Cour de le décider. Moi je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Bibo Bourgi est considéré comme la clé de ce procès de Karim Wade. Sa comparution est nécessaire selon ce membre du pool d'avocats de l'État. La position de l'État du Sénégal sur cette question n'a jamais varié. Tout prévenu, ce serait une bonne chose qu'il comparaisse pour la manifestation de la vérité. Si ce prévenu est empêché, on applique les dispositions de la loi. Mais en fait, nous, ce qu'on souhaite en tant qu'avocat de la partie civile, c'est que tous les prévenus comparaissent pour que la vérité puisse être établie à l'audience. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, les avocats de Karim Wade nient s'être opposés à l'évacuation de Bibo Bourgi. Une affaire à suivre.
L'inscription des nouveaux bacheliers a démarré depuis le mois de juillet dernier, donc sur campus.sn. Leur préférence, Léa, pour la plupart d'entre eux, c'est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Exactement, cher Tidiane, un choix qui s'explique par la proximité géographique de l'université avec les familles des étudiants. Mais pour d'autres, c'est au revoir le Sénégal et bonjour à des universités situées en France, en Turquie ou au Maghreb. Mbaké Amar et Alioune Diagne. 39 400 candidats reçus au bac sont concernés par ces orientations. L'innovation notée depuis l'année dernière, l'inscription des candidats sur le site campus.sn. Les orientations ne se font plus comme auparavant. Depuis l'année dernière, je crois que vous le savez déjà, les bacheliers s'inscrivent d'eux-mêmes par le net au niveau du site campus.sn. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar maintient toujours le cap des universités publiques locales les plus convoitées. J'ai choisi l'université de Dakar en première position, ensuite Saint-Louis, puis Thiès et les autres. Pourquoi Dakar, Thiès Parce que j'ai mes parents ici, je me sens plus à l'aise ici. Ouais. Je pense que lorsque je viendrai ici, je n'aurai pas de problème de logement, etc. J'ai choisi en première position un MP et maths physique parce que j'ai eu mon bac S1. J'ai pris l'UCAD, l'université de Thiès et l'UGB aussi. Il y a aussi l'université de Bambey. Des préinscriptions dans des universités étrangères sont aussi enregistrées avec des préférences. C'est vrai que cette année, nous avons été vraiment envahis par les représentants des universités étrangères, qu'il s'agisse d'universités françaises, d'universités turques, d'universités du Maghreb. Ils sont venus de partout. Et cela fait qu'énormément d'élèves souhaitent aller étudier dans les pays étrangers. Cette année, ils étaient plus de 126 800 candidats à l'examen du bac avec un taux de réussite de 31%. Les élèves maîtres renvoyés pour fraude ne veulent pas rester sans réaction après leur exclusion. Une délégation de 690 élèves maîtres a été reçue ce jeudi par le Khalif général des Mourides. Pape Demba Soumaré, leur coordonnateur national, annonce la poursuite du combat. Il est au micro de Mohamed Diop et de Talassane. La patience est un chemin d'or. Il nous a confié vraiment de rester toujours sur le combat pacifique. Donc, on va toujours continuer sur le combat pacifique. Comme vous l'avez bien entendu la fois passée, on avait planifié un plan d'action, aller d'abord vers la négociation, ensuite on va déposer notre recours, puis enfin on va aller sur le plan juridique. Donc présentement, on peut dire que les premières lignes de ce plan d'action ont été vraiment, disons-nous, très bien effectuées. Reste à savoir maintenant la deuxième ligne et Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine, nous allons, disons-nous, appuyer sur l'accélérateur. Maintenant, si le ministre vraiment ne revient pas à de meilleurs sentiments, croyez-moi, ça ne sera pas facile, bien sûr que oui, de maîtriser une centaine de personnes ou bien 690 de personnes en fuite. Plus que 48 heures avant l'ouverture du garage des Beaux Maraîchers, les rabatteurs ne sont pas pour autant inquiets. Pour eux, il faudra s'adapter dans un cadre mieux organisé. C'est un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Moudou Diop. Il déclare ne pas avoir suffisamment d'informations sur la mise en service de la gare routière des Beaux Maraîchers ce lundi. Toutefois, ces rabatteurs communément appelés coxeurs se plient à la décision du gouverneur de Dakar. On nous a juste dit qu'on part à la gare des Beaux Maraîchers ce lundi. Aucune précision. Attendons de voir. Les normes de travail, rien n'est encore défini. Les coxeurs ont leur président et comme il ne nous a pas précisé, on ne peut rien demander aussi. Ce qui est sûr, nous serons lundi à la gare des Beaux Maraîchers. Cette gare routière moderne ouvre finalement ses portes après plus d'une année de négociations. Ces travailleurs se disent rassurés pour le moment. Il faut saluer l'initiative parce que ce lieu était impraticable dans un passé récent. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Que des nouveautés. Beaux Maraîchers est la solution parce qu'il n'y a plus de clients à pompiers. Ici, à la gare routière de Pompiers,
Les relations entre voyageurs et coxeurs sont toujours tendues. Les mises en cause se défendent. Non, parce que la nouvelle gare sera beaucoup plus organisée, vous allez voir. L'inquiétude de mise chez les populations de la banlieue après les premières pluies. Ces dernières craignent d'être confrontées à de fortes inondations et jugent insuffisants les efforts de l'État pour pallier ce phénomène. Kodendia et Diafaraba. Les premières pluies tombées sur la capitale sénégalaise, le syndrome des inondations redouté dans la banlieue. Selon ces populations, l'État fait des efforts pour lutter contre le phénomène, mais elle estime que c'est insuffisant. Les inondations nous fatiguent. C'est moins grave pour nous, mais le problème c'est nos enfants. Même pour manger, on met des briques, mais avec la construction des bassins, on est un peu soulagé. Ces populations qui tentent d'apporter leurs propres solutions aux problèmes sollicitent le soutien de l'État pour mieux faire face. Nous, tout ce qu'on demande, c'est des canalisations, mais pas une quelconque aide. On ne demande pas de riz, de sucre, de pain, ni de tissu. Tout ce qu'on veut, c'est des canalisations. On attend l'État et on demande le chef de l'État Macky Sall de travailler ou bien de travailler pour la population de Médougas et généralement pour la population de la banlieue. On a construit les murs des bassins, mais ça reste les grillages de protection. Et puis sinon on va sensibiliser les populations. On est en vacances, surtout les enfants qui vont se baigner dans les bassins. L'hivernage annoncé, les populations de la banlieue appellent l'État à apporter des solutions idoines pour contenir ce phénomène des inondations et donc leur éviter les drames du passé. Et face à la menace qui plane sur les cultures pluviales au nord du pays, les paysans se tournent vers la culture irriguée. Dans la région de Matam, les riziculteurs réceptionnent de nouveaux aménagements hydro-agricoles. Une vieille contrainte qui n'est pas sans inconvénient. Une correspondance signée Ali Bandelian. Au moment où les exploitants des terres de culture du Djeri vivent l'inquiétude liée à cette longue pause pluviométrique, les paysans du Dandemayo reprennent de l'espoir. Une des plus vieilles doléances est en passe de trouver une solution. À travers des projets et programmes en cours, la superficie exploitable dans le domaine de l'irrigué est considérablement en train de s'améliorer. 8000 hectares de terres aménagées sont mis à la disposition des riziculteurs cette année dans la région de Matam. Bon, effectivement, on est fin prêt par rapport aux préparatifs de la campagne. Bon, je pense que l'État est en train de déployer de gros efforts par rapport aux aménagements. Comme vous le savez, Matam, plus ou moins, a été un peu, j'allais pas dire laissé en rade, mais en tout cas, le niveau d'aménagement a été plus ou moins faible. Mais depuis ces dernières années, la SAID, consciente en tout cas de cet état de fait, est en train de corriger les disparités. Aujourd'hui, il y a plusieurs grands projets qui sont déroulés au niveau de Matam, notamment Azam, amélioration de la sécurité alimentaire, de la mise en marché, financée par l'AFD à hauteur de 1270 hectares. Les travaux sont en cours. Donc il y a deux composantes, notamment les 500 hectares qui sont en cours de réalisation. Je pense que dans quelques jours, on va terminer les travaux. En attendant la réalisation des 10 000 hectares du programme indien coordonné par la SAED, les riziculteurs de Matam réceptionnent en même temps cette année les périmètres réhabilités estimés à 2000 hectares. Des travaux du financement de la Banque mondiale et du gouvernement sénégalais à travers le programme PRACAS. Justement, Ali Bandelian, le gouvernement du Sénégal a mis à la disposition des éleveurs une somme d'1 milliard francs CFA en vue de les aider à faire face à l'insécurité alimentaire de leur bétail victime d'un déficit pluviométrique. Selon un communiqué du ministère de l'élevage et des productions animales, cette enveloppe servira à renforcer l'opération sauvegarde bétail et pallier le déficit pluviométrique en attendant son impact sur le bétail.
Nous parlons à présent des forums de discussion au Sénégal. Donc ces forums de discussion en ligne, on se rend compte que c'est une tribune d'attaque et d'injures, Léa. Une conduite de certains internautes que la plupart des Sénégalais trouvent déplorable. Pour la Commission de protection des données personnelles, il faut mettre un terme à cette situation. Mais pour cela, toutes les institutions concernées doivent agir. Nafissa Toussila, Tierno Laurent Mendy. Les forums de discussion en ligne reçoivent des centaines de visiteurs par jour, occasion pour les internautes de donner leurs avis. Certains y profèrent même des injures. Ces sites ne sont pas créés pour que les gens en profitent pour insulter les autres. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas nécessaire, il faut parler intellectuellement sans s'insulter. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais on n'est pas obligé de s'insulter. Même si la liberté d'expression est importante, cette attitude reste déplorable pour la Commission de protection des données personnelles. Les sites web n'ont pas été créés par leurs promoteurs, par leurs responsables, pour que d'autres gens viennent les utiliser et insulter des gens, diffamer, vraiment faire du n'importe quoi. Ça, c'est ce que je déplore. Cette attitude-là n'est même pas sénégalais. Un organe de régulation est annoncé pour la CDP. Ce projet est plus que nécessaire et plusieurs institutions sont concernées. Le CNRA doit intervenir. Le ministère de la Communication a son rôle à jouer en tant que ministère de tutelle de ce secteur pour des propositions de projets de loi. Il se trouve qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. La CDP a son rôle à dire dès l'instant qu'à travers ces commentaires, on arrive à identifier une personne. Ça, nous avons notre mot à dire. C'est-à-dire que la personne doit se rapprocher de la CDP très tôt pour qu'on puisse nous donner injonction aux responsables du site pour que ces informations soient supprimées. La prolifération de la presse en ligne offrant des forums de discussion est une tribune à toutes sortes de dérives. Voilà la page des sports donc que nous démarrons avec ces entraîneurs et techniciens surveillants donc qui ont subi 9 sessions de formation sur plusieurs disciplines. Ils ont reçu leur diplôme de premier degré donc ce jeudi au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor, un sésame qui leur permettra d'exercer leur métier préféré. Compte rendu signé Chertidiane Dione. Au total, ils étaient au nombre de 300 récipiendaires à recevoir leur diplôme d'entraîneur, de surveillant de baignade et technicien. Ces derniers ont bénéficié de 9 sessions de formation pour la tutelle. La performance repose sur la qualité humaine. On va vers des conventions d'objectifs. On va vers la performance. On ne peut pas parler de performance sans formation. C'est pourquoi on mettra l'accent sur la formation pour pouvoir asseoir une politique à la base. Parce qu'on ne peut pas avoir de bonnes équipes, on ne peut pas avoir des disciplines solides, soudées et performantes si on n'est pas formé à la base. CNOS, vecteur pour le développement du sport, est un partenaire de la tutelle. L'athlète qui veut compétir, l'administrateur qui gère en amont et en aval, et le technicien qui, lui, a en charge de s'occuper précisément de l'athlète. Donc à partir de ce moment-là, vous vous rendez bien compte que s'il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de sport. Mais s'il n'y a pas un encadrement administratif de qualité, l'athlète ne peut pas être performant parce qu'il faut un travail à la base. Ces sessions de formation sur 6 disciplines sanctionnées par un diplôme permettra aux bénéficiaires d'assurer les défis de la relève. C'est le maximum que nous pouvons pour assurer, pour essayer d'assurer. Parce qu'il y a nos grands-pères ou bien nos oncles qui sont là, nos tatas qui sont là. Ils essaient de nous montrer le droit chemin pour que dans l'avenir, on essaie de relever un peu le défi. Ce nouveau parchemin acquis est une assurance pour ces sportifs de pouvoir exercer leur métier préféré sans aucune gêne. À quelques jours de la date fixée au 15 août prochain, les travaux du stade Léopold Sédar Senghor avancent à grands pas, soutient le ministre des Sports. Maktarba a par ailleurs annoncé la fermeture officielle du stade Demba Diop de Dakar, c'est-à-dire juste après la finale de la Coupe du Sénégal, devant opposer l'Olympique de Ngor à l'AS Pikine. Chertidiane Dione.
Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Elles sont en train d'être levées. Je ne dirais pas qu'à 100% on est prêt, on verra parce que j'ai donné rendez-vous le 13. C'est le 15 qui doivent nous livrer. Il vient de prendre l'engagement. Pour la toiture, vous avez vu qu'on est presque à 98%. Je pense que toutes les conditions, ou bien les conditions acceptables seront réunies pour permettre au Sénégal de jouer ici. Donc nous prions que ces efforts-là ne soient pas vains. Mais Demba Diop tout juste après la finale de la Coupe du Sénégal. Parce qu'il faut aussi discuter avec nos amis entrepreneurs pour essayer d'être dans les délais et puis permettre au mouvement associatif, le Nawetan et tout le monde, la lutte et tous les sports du Sénégal de pouvoir bénéficier d'infrastructures. Et puis l'entrepreneur en charge des travaux du stade Léopold Sédar Senghor donne des garanties. Mbaye Faye estime que la date butoir fixée au 15 août prochain sera respectée. Il ajoute que son cabinet va honorer ses engagements. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Chartidiane Dion. Dernier tous, c'est la finition. On a démarré les travaux il y a à peu près 5 mois. Parce qu'on a anticipé, avant que les marchés sortent, on a déjà démarré les travaux, mais 2 mois avant. Les délais contractuels sont normalement 30 août. On a pris l'engagement d'avoir les ministres pour lui dire que le 15, on va livrer les stades. Aujourd'hui, on est à 98% des travaux déjà exécutés. On a fini les réhabilitations dégradées, la maçonnerie, les grosses œuvres. La construction métallique est terminée. Les barrières sont terminées. Les salles antidopage, c'est terminé. On a fait les tunnels. Donc dans 2 jours, on va livrer le tunnel. Donc le groupe électrogène, on a fait des classes automatiques. Donc le pelouse est fini. On est en train de faire le dernier chose, c'est le rouler la pelouse. Et puis nous pensons qu'on aura une meilleure pelouse de l'Afrique. Voilà, c'est cet élément qui met en terme à cette édition. Léas, bon week-end. Merci à toi aussi. Merci pour cette collaboration. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.